Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je préfère vous avertir tout de suite. Vous montez à bord de ce vol à vos risques et périls, car nous embarquons une passagère qui dérange manifestement beaucoup de personnes ainsi que leurs intérêts. Dites au revoir à vos proches et montez donc dans le vol du Sankofa qui décolle à nouveau ce matin pour l'enfer des années apartheid, précisément à la date du 29 mars 1988. Ce jour-là, il est 7h du matin et nous sommes déjà campés là, au 28 rue des Petites Écuries, devant le modeste bureau parisien de l'African National Congress, ANC, le parti de Nelson Mandela. Si nous sommes là aussi tôt ce matin, c'est pour avoir une chance de la voir bien vivante. Cette militante noire sud-africaine, le visage de l'ANC à Paris dans ces années-là. Ah tiens donc, la voilà, Dulcie September, qui arrive d'un pas léger, solaire comme à son habitude. Elle nous sourit, elle nous salue même. Des sympathisants de la cause noire anti-apartheid, se dit-elle sûrement. Puis elle s'avance vers la boîte aux lettres. Il ramasse le courrier avant de s'approcher de la porte d'entrée du bureau et de sortir ses clés. Et là, elle ne l'ouvrira jamais cette porte. 5 balles tirées à bout portant d'un calibre 22, équipées d'un silencieux, dont 4 au visage et une dernière dans la nuque pour s'assurer qu'elle est bien morte. Qui donc a intérêt à assassiner une femme de 52 ans qui tentait de sensibiliser l'opinion publique au crime du régime d'apartheid sud-africain? Qui donc? Éphéméride africaine, pas mon papa. Née juste avant la Deuxième Guerre mondiale dans la banlieue du Cap et elle-même victime de ségrégation, Dulcie devient d'abord institutrice et enseigne dans plusieurs écoles et milite aussi au sein de divers syndicats. Pour cette raison, elle est arrêtée en 1963 et détenue sans procès durant 7 mois, avant d'écoper finalement de 5 ans de prison pour conspiration dans le but de saboter et inciter à des actes de violence pour motifs politiques. À sa libération en 1969, elle est bannie de toute activité politique et mise sous surveillance stricte durant 5 longues nouvelles années, à la fin desquelles elle postule pour un permis de départ permanent. Direction Londres, où l'attend un poste d'enseignante. Mais preuve que les années de prison ne l'ont nullement atteinte, dès son arrivée à Londres, elle rejoint le mouvement anti-apartheid et prend la tête de nombreuses manifestations. Elle démissionne même de son travail d'enseignante et rejoint le mouvement de soutien international à l'Afrique du Sud. Enfin, en 1976, elle rejoint l'ANC qui la nomme 7 ans plus tard représentante officielle de l'ANC en France, en Suisse et au Luxembourg. À cette époque, l'opinion publique ne saisit pas réellement la cruauté de ce qui se passe en Afrique du Sud. Il faut donc sensibiliser, ce qu'elle fait brillamment au risque de heurter certains. Se sentant en danger, elle demande une protection auprès du ministère français de l'Intérieur, dirigé à cette époque par Charles Pasqua. Demande rejetée. La suite lui donnera malheureusement raison. Pourquoi diable la France, dite pays des droits de l'homme, lui refuse-t-elle la protection rapprochée? Était-ce parce que Dulcie s'apprêtait à dévoiler des contrats d'armement conclus dans les années 80 entre Paris et Pretoria, notamment la société française Thomson CSF, actuellement Thales, à une époque où l'Afrique du Sud était sous embargo international? Était-ce pour cela que la DGSE l'a placée sur écoute? Dans tous les cas, une collusion des deux pays n'est pas à exclure, surtout après les aveux du colonel Eugène de Kock, ancien chef des escadrons de la mort sud-africain, devant la commission Vérité et Réconciliation. Il reconnaît avoir commandité l'assassinat avec l'aide de 2 tireurs, dont l'un d'eux, Jean-Paul Guerrier, mercenaire français, proche de Bob Denard, qui à l'époque entretenait des relations intimes avec Paris. Paris, justement, aurait-elle pu ne pas être au courant de l'existence pendant 20 ans au sein de l'ambassade sud-africaine à Paris d'un bureau secret du groupe d'armement sud-africain Armscor qui avait pour mission de trouver un moyen de contourner les sanctions? Dans tous les cas, et malgré les enquêtes de plusieurs excellents journalistes, les responsables de ce meurtre crapuleux n'ont jamais été identifiés. Cependant, les hommages sont nombreux à travers le monde, comme les cours à sa mémoire à l'université du Cap dans son pays depuis 2010, les bourses d'études qui portent son nom, le mémorial dans la ville de Guernica en Espagne, la chanson September de Jean-Michel Jarre dans son album Révolution de 1988, puis les multiples hommages en France, dont la fameuse place Dulcie September dans le 10e arrondissement de Paris. Autant d'hommages qui ne feront cependant jamais oublier que sa mort reste à ce jour impunie.
Mon cliché africain du jour, c'est l'impuissance. Celle des familles et des compagnons de Dulcie, pour qui il doit être si difficile de croire que personne sur cette planète n'aura réussi à faire condamner ne serait-ce qu'un seul être malfaisant dans cette affaire. J'avoue que personnellement, j'hésite à croire que tout a été mis en œuvre afin de rendre justice à Dulcie la courageuse, dont la vie, même finie, aura réussi à contrarier les intérêts de ceux qui l'ont lâchement abattue. Sur ce, je vous laisse méditer sur vos clichés à vous et sur notre liberté à tous, et je vous retrouve demain, toujours à bord du Sankofa. Merci.